Bonjour à tous. Merci d'être ici aujourd'hui. Je vais commencer par me présenter. Donc moi, je m'appelle Armand Siorac. Je travaille en tant qu'architecte de solutions cloud chez Palo Alto Networks. Alors tout d'abord, je tenais à vous dire qu'on est très content d'être parmi vous aujourd'hui et aussi très content de figurer parmi les partenaires de cet événement. Alors en quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas Palo Alto Networks, nous sommes une société de cybersécurité fondée en 2005 aux États-Unis et nous proposons des plateformes de sécurité offrant entre autres des services de sécurité, la sécurité des réseaux, des accès, des on-point, et en ce qui nous concerne aujourd'hui, la sécurité des environnements cloud. Alors, j'aurais pu commencer cette présentation en faisant une présentation, on va dire, avec des airs marketing, qui pourraient vous montrer qu'on fait des solutions géniales, mais en l'occurrence, on a jugé beaucoup plus pertinent de faire témoigner l'un de nos clients qui est très mature sur ces sujets de cloud et de DevOps. Et en l'occurrence, c'est la société Decathlon qui a accepté de venir témoigner aujourd'hui pour vous présenter les problématiques auxquelles elle a pu faire face sur ces sujets du cloud et comment elle a pu y répondre. Et dans ce cadre, elle va vous partager un retour d'expérience sur la manière dont ils ont amélioré leur posture de sécurité en environnement multi-cloud. Messieurs, c'est à vous. Je vous remercie. Merci Armand pour l'introduction. Pour nous présenter, donc, je m'appelle Mathieu Vanost, je suis le Security Manager de Decathlon et je suis accompagné de Fabien Blum, qui fait partie de mes équipes et qui a fortement travaillé sur le sujet CSPM dans son implémentation dans notre écosystème cloud, mais aussi sur la partie SOC, puisqu'on le verra par la suite, mais c'est vraiment une brique de détection supplémentaire qu'on a ajoutée à ce qu'on avait déjà en place. Decathlon, je pense que vous nous connaissez tous à peu près, mais pour vous donner quelques chiffres, donc on est plus de 100 000 collaborateurs autour du monde, presque 1700 magasins présents dans 61 pays, et puis donc on a 142 millions de clients et on estime environ 400 millions d'utilisateurs de nos produits. On fait partie d'une business unit pour Decathlon, au même titre que les marques que vous connaissez comme Quechua ou Between, qui s'appelle Decathlon Technologies, et finalement qui offre à l'ensemble des collaborateurs l'ensemble des solutions, que ce soit infrastructure, le traitement de la data avec le big data, etc. Les stacks techniques, on fait aussi beaucoup de développement homemade d'applications. Et donc, on est 3500 ingénieurs, principalement basés donc, en France, en Espagne, en Chine et en Inde. Voilà. Notre environnement et le contexte, et pourquoi on est là aujourd'hui, c'est que ça fait déjà plusieurs années qu'on a décidé de devenir une entreprise full cloud. Et donc, on y est parvenu cette année, puisqu'on a clôturé nos derniers data centers on-premise. Donc on est full cloud et multi-cloud. On travaille avec les plus gros acteurs du marché, que ce soit GCP, AWS, Azure, Ali Cloud, soit par besoin technologique, ou soit également par contrainte locale. Puisque si je prends l'exemple de GCP, qui n'est par exemple pas présent en Chine, du coup on a trouvé d'autres couples là-bas. Avec l'adoption du cloud dans l'entreprise, le DevOps s'est beaucoup développé également, avec une autonomie très forte des équipes. Comme je disais, on est plus de 3000 ingénieurs à faire de l'IT. Donc forcément, l'organisation a dû se splitter, a dû se découper. On a dû donner de l'autonomie aux différentes équipes, aussi bien pour faire des changes au niveau infrastructure que pour développer leur propre application. Donc, dans tout ce contexte-là, on a été assez vite confronté à un problème qui est que finalement, il y a beaucoup de changements qui sont faits dans le SI en permanence par les équipes, etc. Et surtout, jusqu'à présent, on avait une posture où on faisait un peu un tampon, un passage obligé quand on publiait une application sur Internet, par exemple. Mais on avait beaucoup de mal à suivre le cycle de vie finalement d'une application et comment l'infrastructure de cette application évolue. Et donc c'est ça la problématique qu'on a rencontrée au début. Et donc notre objectif quand on a réalisé ce projet, c'était de détecter le plus tôt possible des changements de configuration dans les stacks techniques
qui apporte un risque pour l'entreprise et qui est également non compliant avec une PSSI qu'on a écrite. L'intérêt aussi qu'on voyait quand on a initié le projet, c'était récupérer un peu le gap qu'on avait, puisque finalement on travaillait sur le cloud depuis plusieurs années déjà. Et donc malheureusement, quand on a débuté, on n'avait pas fait de PSSI, on ne contrôlait pas trop, on y est allé à tâtons. Et donc on a récupéré ici un gap historique et en fait une dette technique déjà sur le cloud qui était assez importante. Donc juste pour qu'on soit bien d'accord sur le sujet finalement du talk, c'est que donc nous on a décidé d'investir dans un outil de CSPM. Donc l'objectif de ces outils-là, c'est vraiment de maintenir un niveau de compliance et un niveau de sécurité constant dans le life cycle d'une application, de mettre en place des contrôles adaptés finalement à notre contexte et non pas forcément PCI, DSS, etc., mais réellement propre à la PSSI que nous on avait poussée. Et finalement, c'est basé sur les API qui sont fournis par les cloud providers. Donc finalement, l'implémentation est assez facile, même si on verra après qu'on a eu quelques difficultés. Donc la genèse du projet chez nous, en fait, ça a pris plusieurs années. Je pense qu'on est pas mal dans le même cas, à se poser beaucoup de questions autour de ces sujets-là, autour de ces projets et de ces solutions. Nous, on s'est rendu compte en 2017, en tout cas équipe Sécu, équipe Network, qu'on avait vraiment un gros problème de visibilité sur ce qui se passait sur le cloud. Quand on était en on-premise, il y a plein de consoles qui remontent des logs, etc. Donc on a une visibilité assez claire de ce qui se passe. Par contre, quand on a migré sur le cloud, on a perdu beaucoup de visibilité et on a perdu la main puisqu'en plus le DevOps s'est développé dans l'entreprise. En 2017, pour être tout à fait honnête, le marché, il n'était pas du tout mature. On avait beaucoup de difficultés à trouver des solutions qui peuvent répondre à notre besoin, qui étaient multi-cloud en plus. Et donc finalement, on a vécu un peu avec cette problématique-là au sein de Decathlon. Mais en 2018, l'équipe Network a lancé un sujet autour de la visibilité. Ils étaient plutôt dans la volonté de contrôler un peu ce qui était fait autour des ouvertures firewall, d'avoir une visibilité des flux et également network pour les incidents de prod et les problématiques qui pouvaient être remontées par les utilisateurs. Et malheureusement, on n'a pas réussi, le projet n'a pas abouti parce qu'on n'a pas trouvé une solution qui réponde réellement à leurs besoins. Donc on a perdu une année supplémentaire et en 2019, donc l'équipe Sécu s'est vraiment positionnée sur le sujet en disant nous on va prendre le lead. On va prendre une solution et on va vraiment se baser et étudier une solution qui va répondre aux besoins de sécurité. Donc on a intégré les gens du network, on a intégré les gens du IaaS, etc. dans le projet. Par contre, c'est bien l'équipe Sécu qui a l'idée, l'ensemble du projet et qui a pris la décision de l'acteur qu'on choisissait. Parce que sinon, finalement, chaque équipe avait un peu ses préférés. Et donc nous, on a réellement pris le prisme de dire c'est un projet de sécu et celui qui va être choisi, c'est celui qui est meilleur sur les aspects sécurité. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent, il y a beaucoup de challenges en interne. Donc nous, on a fait, c'est assez léger, mais en tout cas, pour moi, il y a beaucoup de questions qui se posent entre est-ce que j'investis dans un CSPM ou est-ce que j'utilise finalement les solutions qui sont fournies par les cloud providers. Nous, ce qu'on a vu très clairement, c'est que quand on a un contexte multi-cloud, c'est extrêmement difficile d'utiliser les solutions fournies par les cloud providers. Il faut se mettre à jour en permanence. Les API, elles changent régulièrement. Il y a des nouveaux contrôles qui sont faits. Il y a des nouveaux services qui sont fournis. Ça veut dire que si on utilise tous les solutions qui sont fournies par les cloud providers, l'intégration dans la chaîne de SOC et d'alerting, etc., tout ça est un peu à développer par nous-mêmes. Avec un outil de CSPM, finalement, c'est un peu aujourd'hui Palo Alto qui prend cette charge-là. Et nous, on a juste à récupérer les alertes qui sont générées directement par l'outil. En contrepartie, le CSPM, il est un peu plus générique, un petit peu plus général. Et donc, il y a certains use cases qu'on n'arrive pas aujourd'hui encore à administrer directement avec le CSPM. Donc, sur des alertes très précises, on utilise encore les outils des cloud providers. Mais je ne sais pas le pourcentage, mais dans 95% des cas aujourd'hui, le CSPM répond à nos attentes. Voilà pour moi, et du coup je vais laisser la main à Fabien pour la suite de la présentation. Merci beaucoup du passage de relais, Mathieu.
Donc je vais vous parler un peu du CSPM et ce que ça représente d'implémenter un CSPM dans une entreprise assez large. Donc premièrement, au moment où vous allez démarrer ce type d'implémentation, vous allez avoir certains bénéfices qui sont instantanés. C'est-à-dire que le premier gain que vous allez observer, c'est un gain vraiment prononcé sur la visibilité. C'est possible que si vous avez un contexte cloud qui est vraiment worldwide avec des équipes qui développent des applications sur le cloud dans différents contextes, c'est très difficile de contrôler tout ça. Et grâce au CSPM, vous allez pouvoir découvrir comment même des équipes qui sont très loin de vous développent leurs applications cloud et qu'est-ce que éventuellement ils ne respectent pas en termes de compliance. Donc ce que vous allez pouvoir découvrir, c'est tout ce qui concerne la traçabilité. Beaucoup de comptes cloud qui n'ont pas les audit logs d'activer ou même les flux réseau qui ne sont pas enregistrés. Tout ce qui concerne la surface d'attaque, vous allez probablement découvrir que vous avez beaucoup plus d'assets qui sont exposés sur Internet que ce que vous imaginez. Et ensuite, il y a aussi, éventuellement, vous allez découvrir des assets cloud qui sont dans des régions dans lesquelles vous ne vous y attendez pas. Donc des régions où normalement vous n'êtes pas censé déployer des assets cloud. Et enfin, on a aussi la partie IAM, c'est-à-dire que parfois, les utilisateurs ont des rôles trop permissifs et ça, d'un point de vue sécurité, c'est aussi un risque, en particulier quand on a des clés API qui sont non rotated, qui ne sont pas rotated avec des fréquences assez courtes. En parlant d'implémentation, nous, on aurait quelques conseils à vous partager. Parmi ces petits conseils, le premier, c'est d'onboarder tous les comptes cloud. Si vous n'onboardez pas tous les comptes cloud, le risque, c'est que vous n'avez qu'une vision 180 degrés ou 240, mais ce qu'il faut chercher à atteindre, c'est la vision 360, puisque si vous omettez d'onboarder un compte cloud, vous n'aurez pas la visibilité. Et bien souvent, c'est sur ce compte cloud qu'il y a un incident qui tombe juste après. Donc, onboardez-les tous, ne soyez pas trop confiants. Il y a même des comptes cloud qui sont laissés à l'abandon. On se dit, bon, on ne va pas l'onboarder, ça fait du licensing. On n'a pas besoin de le regarder, mais en fait, on se trompe. Il faut le faire. Ensuite, second point, c'est très très important d'avoir un référentiel de vos comptes cloud avec tous les responsables, tous les contacts qui administrent ce compte cloud, ainsi que les équipes. Ça a été une de nos difficultés. On s'est rendu compte que la qualité de notre donnée sur ce sujet-là, elle n'était pas top, elle était largement perfectible. Et ça, c'est dû au fait que il y a des changements de responsabilité, il y a du turnover, l'environnement bouge et il faut réussir à le maintenir dans le temps. Donc ça, c'est un sujet à ne pas négliger. Enfin, dernier point, une bonne pratique, ça peut être de définir votre propre politique de sécurité cloud. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de frameworks de compliance qui existent sur le marché. Par exemple, CIS, qui est un très bon framework. D'ailleurs, vous pouvez vous baser sur celui-ci pour démarrer. Mais vous devez aussi avoir dans votre réflexion les choses que vous voulez contrôler en interne, ce qui est spécifique à vous. Et donc, pour cela, pensez à bien définir votre politique de sécurité cloud et à l'implémenter dans l'outil. Et ensuite, avec cette politique de sécurité cloud, vous pouvez faire en sorte de la mesurer via un système de notation pour pouvoir se dire, tel compte cloud, il est compliant à 90%. Tel compte cloud, il est compliant à 75%. Dans l'implémentation, il y a un point qui est très important, c'est penser à l'utilisateur. C'est-à-dire que si on rate l'implémentation,
si ce n'est pas simple pour l'utilisateur final qui doit justement avoir des pratiques cloud qui sont compliant et OK d'un point de vue sécurité, il y aura très peu d'adoption et on aura très peu de progression en termes de compliance niveau sécurité et de bonnes pratiques. Et donc il faut que ce soit absolument simple pour l'utilisateur. Donc pour faire ça, nous, on a donné accès à la plateforme à absolument tous les membres IT et DevOps de Decathlon. Ils ont tous accès à la plateforme et on a cherché à avoir de la gestion des permissions et une gestion des privilèges qui est très étroite. C'est-à-dire, par exemple, tout ce qui concerne le RBAC, le Role-Based Access Control, on a essayé d'être au plus fin possible. Un utilisateur qui se connecte à la plateforme, son compte est automatiquement provisionné. Ensuite, il voit uniquement les alertes qui concernent son équipe. Donc il n'est pas pollué par des alertes d'autres équipes et il sait seulement ce qui le concerne. Il a juste besoin de regarder ce qui le concerne. On a aussi fourni du coup un guide qui permet de savoir comment utiliser la plateforme. Histoire que, en cas d'une interrogation ou d'un problème, il ait exactement le tutoriel qui va avec pour bien utiliser la plateforme. Et enfin, tous les défauts de configuration qui sont remontés dans l'outil, on fait en sorte qu'ils sont tous expliqués de manière concise. C'est-à-dire qu'une alerte, ça contient premièrement un titre qui est très clair, une description qui explique pourquoi c'est un défaut de configuration et qu'on doit le résoudre. Et enfin, des étapes de remédiation qui sont en fait un tutoriel pour l'utilisateur sur comment remédier à ce défaut de configuration. Et ce tutoriel, c'est très important puisque on suit juste la procédure et donc c'est plus facile pour l'utilisateur. Pour pouvoir animer les équipes, c'est important de mettre en place des mécanismes d'alerting. Nous, de notre côté, on en a automatisé deux. Le premier mécanisme d'alerting, c'est le mécanisme de compliance. Tout à l'heure, je vous parlais de faire du scoring sur des comptes cloud ou sur des équipes. Le mécanisme d'alerting de compliance, on se dit, si un compte cloud a un score inférieur à, par exemple, 92%, par rapport à notre PSSI Cloud qu'on a défini, dans ce cas-là, on va générer un ticket. On génère ce ticket sur notre plateforme ITSM. Et dans ce ticket, on va lui donner le lien avec toutes nos alertes, ainsi que le user guide pour qu'il puisse être autonome s'il a un problème dans le traitement de ces alertes. On va déclencher ce type d'alerting au plus tôt et le réitérer chaque semaine s'il n'a pas fait les changements nécessaires. Ensuite, on a un deuxième type d'alerting, c'est celui qu'on appelle l'alerting sécurité. Il y a certaines policies, certains contrôles que l'on ne peut pas tolérer parfois. Et ce contrôle, on souhaite alerter l'utilisateur pour lui dire là, il y a un défaut de configuration critique, il faut que tu le traites absolument. Et donc là, c'est vraiment un ticket qui est envoyé, qui décrit exactement la procédure de remédiation, le titre, la description, toujours pour avoir cette valeur éducative et être en capacité que l'utilisateur puisse résoudre ce défaut de configuration majeur. Néanmoins, l'alerting, ça ne suffit pas toujours. Des fois, on a besoin d'une stratégie de remédiation un peu plus poussée. Et pour ça, ça demande un peu plus d'outillage. Donc on a à peu près deux cas. Le premier cas, c'est un cas très facile à traiter. C'est le cas du changement d'état. Lorsqu'on est dans un changement d'état, c'est-à-dire une nouvelle politique, un nouveau changement sur l'environnement cloud qui est déclenché, ce changement est interdit, donc par exemple une exposition publique d'un port 22. Là, on est sur un changement d'état et donc on peut immédiatement alerter l'équipe, remédier
et ensuite dire à l'équipe en même temps, on a remédié à cette alerte. Donc on peut le faire en automatisant, ça se fait dans un laps de temps de 5 à 10 minutes. Et donc l'impact est très faible, puisque l'utilisateur il vient de faire le changement, et juste après c'est auto-remédié, il reçoit l'alerte, il sait qu'il a fait quelque chose de pas bien, il va faire autrement. Donc ça fonctionne bien. En l'occurrence, parfois on a aussi un cas où on doit faire un nettoyage de printemps. C'est-à-dire que on peut avoir identifié un défaut de configuration cloud, sauf qu'il est présent en masse. C'est-à-dire qu'on peut avoir 50, 100, 200 alertes, et on sait qu'on doit absolument les nettoyer, qu'elles ne sont pas tolérables. Et pour ça, c'est un peu plus compliqué, puisque si on remédie comme des brutes, il y a un risque d'affecter la prod. Et dans ce cas-là, il faut avoir un peu plus de démagogie aussi, une démarche un peu plus saine pour pouvoir remédier à ce type d'alerte. Donc dans ce cas-là, en général, on veut alerter l'équipe, demander la correction. On veut aussi les relancer si elle n'est pas effectuée un certain nombre de fois. Et parfois, on peut aussi mettre une date limite pour remédier s'ils ne le font pas, ce qui est parfois nécessaire. Pour pouvoir avoir cette approche, on a besoin d'un outillage supplémentaire. En fait, si on se place dans le point de vue d'une équipe de sécurité opérationnelle, Prisma Cloud, un CSPM, on peut au final traduire ça comme si ce n'était qu'une simple brique de détection. C'est-à-dire que c'est un outil qui génère des alertes qui sont très souvent préqualifiées. Une alerte préqualifiée, ce qui est très intéressant avec ça, c'est que si l'alerte est préqualifiée, d'un point de vue SOC, on peut se dire cette alerte est préqualifiée, je n'ai pas besoin d'un analyste qui fait une investigation. Et si je n'ai pas besoin d'un analyste qui fait une investigation, alors ce type d'alerte a un fort potentiel pour être automatisé de bout en bout. C'est-à-dire de la détection jusqu'à l'alerte et la remédiation. Donc le tooling que je vais vous présenter là, il permet entre autres de détecter, historiser, alerter, remédier. D'un cas plus pratique, on va démarrer sur l'outil de CSPM. L'outil de CSPM, il génère une alerte préqualifiée. Cette alerte, ensuite, elle est envoyée dans le SIEM. Le SIEM, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil qui permet un peu de centraliser tout un tas de logs, mais on peut aussi y apporter des alertes supplémentaires pour ensuite faire aussi du dashboarding, consolider les alertes. Et donc, on envoie ça dans le SIEM, et juste après ça, on envoie dans la plateforme d'orchestration et dans le SOAR, Security Orchestration Automation Response Platform. Le SOAR, entre autres, c'est la plateforme où on va historiser tous les alertes. On les historise, on les enrichit, et on peut aussi déclencher des actions. Donc parmi les actions, en général, c'est l'alerting et les remédiations. Donc nous, on utilise ce tooling-là. On a en SOAR, on utilise The Hive qui est open source, ainsi que Shuffle, un autre outil open source. The Hive, très bon outil de case management, outil français d'ailleurs. On peut historiser tous nos alertes, les enrichir et déclencher des actions. Et Shuffle, il nous permet de réaliser des playbooks techniques pour faire de l'orchestration. Donc j'ai une alerte qui arrive et cette alerte, grâce à certains paramètres, je vais pouvoir lui faire prendre différents chemins. Et selon ces différents chemins, je vais enchaîner une multitude d'actions. Donc la multitude d'actions que je peux réaliser, c'est des emails qui sont envoyés, des tickets dans l'ITSM, des chats, un déclenchement d'astreinte ou encore n'importe quelle action de remédiation sur n'importe quel outil. Tant qu'il y a une API, on peut tout faire. Et en utilisant cet écosystème technique-là, finalement, on peut répondre à certains besoins. On peut
faire vivre, on peut traiter nos alertes avec un certain cycle de vie. Le premier jour, on envoie un ticket SMAX, le troisième jour, un ticket sur l'ITSM, pardon. Le troisième jour, on peut envoyer un chat automatiquement. Le cinquième jour, on peut envoyer à nouveau un ticket de relance. Et le huitième jour, on peut remédier et supprimer le changement de configuration. L'utilisateur aura été prévenu dès le début. Donc cet outillage, il est très important pour pouvoir aller plus loin avec le CSPM, puisque, comme j'ai pu le dire, le CSPM, on peut considérer que c'est une brique de détection. Et ensuite, pour exploiter son potentiel, il faut l'outillage qui suit derrière. En conclusion, le CSPM, c'est un élément indispensable pour une organisation qui est assez large, dans le cas où vous avez un contexte multi-cloud. Si vous avez un contexte multi-cloud, deux ou trois cloud providers, en étant très peu centralisé, vraiment sur une présence internationale, dans ce cas-là, c'est sûr que c'est un très bon investissement. Grâce au scoring, on peut être en capacité de donner à notre management des métriques qui sont actionnables. C'est-à-dire que le score de compliance d'un compte cloud, on peut aussi aller plus haut. On peut dire tel pays est compliant à 95%, tel pays est compliant à 85%, et on peut aussi descendre sur les business units, par exemple. Tel business unit a tel score de compliance. Et du coup, on peut actionner le management pour que, par exemple, le RSSI, il puisse aller animer les security officers sur les différents scores cloud des BU ou des pays. Donc ça, c'est très important puisque ça mène généralement à un changement positif dans toute l'organisation. On peut faire notre propre démarche pour animer les utilisateurs, mais en même temps, si le management nous aide, ça marche encore mieux, donc c'est très bien. L'outil CSPM, il peut vraiment vous aider à corriger votre posture de sécurité cloud. Nous, on a fait un long chemin. On a gagné quasiment plus 10% sur tout notre cloud de compliance par rapport au moment où on a démarré. Et encore, la métrique était... on avait déjà fait quelques actions avant d'enregistrer cette métrique. Et enfin, le CSPM, il a encore plus de valeur au moment où on le considère comme un simple outil de détection et qu'on va l'inclure dans un environnement SOC. Donc l'environnement SOC, c'est celui que je vous ai présenté juste avant. C'est tout ce qui concerne détection, historisation, alerte, remédiation. Donc, concernant le CSPM, c'est à peu près tout ce que l'on avait à vous partager. Là, on est vraiment sur un aspect posture cloud, mais on a éventuellement la possibilité de descendre plus bas au niveau des workloads, au niveau OS. Et il y a un sujet qui suit en général, c'est le Cloud Workload Protection. Et on ne va pas le traiter aujourd'hui, mais peut-être qu'on vous en parlera l'année prochaine. Merci de votre attention. Du coup, il nous reste un petit peu de temps si vous avez des questions. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ce qu'on vous a présenté ou de manière un peu plus générale sur ce qu'on a pu mettre en place. Soyez pas timide. Ouais. Oui, bonjour. Est-ce que c'est SPCM, est-ce que c'est une solution conseillée même pour si vous partez sur un seul hyperscale, un seul cloud provider? En fait, là, je pense que ça va dépendre déjà du cloud provider que vous choisissez, parce qu'il y a des cloud providers aussi qui sont beaucoup plus matures que d'autres sur ce qu'ils sont prêts à vous apporter d'un point de vue sécurité. Donc, il y a cette partie-là qui est importante. Il y a aussi comment vous souhaitez l'intégrer dans votre écosystème.
Nous, on voulait aller assez loin, comme l'a expliqué Fabien, et que ce soit vraiment un outil avec beaucoup d'automatisation, qu'on alerte, qu'on crée du ticket, qu'on fait de l'autoremédiation. Ça demande un effort quand même qui est assez important quand on passe par les solutions des cloud providers. Donc, même avec un seul cloud provider, ça peut être utile d'avoir un outil de CSPM. Et là où Fabien a ouvert aussi la porte, c'est que nous, on est allé plus loin avec le CWPP qui nous donne finalement une visu aussi bien sur la config cloud que la config des assets vraiment qui sont sur le cloud provider. Et ça, cette visibilité-là, les cloud providers aujourd'hui l'offrent pas réellement. Donc c'est un peu une réponse de Normand, hein, je vous réponds pas totalement, mais au final, c'est vraiment, ça va dépendre de vous, du cloud provider et de la taille de vos équipes par exemple aussi, et votre capacité à développer tout ce qui est derrière finalement l'outil fourni par le cloud provider. Ouais, je vais ajouter un élément de contexte. Le CSPM, il dépend énormément des calls API. Et donc, si une API n'est pas disponible sur tel cloud provider, alors il ne pourra pas apporter quelque chose de supplémentaire. Donc, sur un seul cloud provider, je pense que le CSPM peut être équivalent ou à un moindre niveau performant pour ce type de choses en single cloud, enfin, avec un seul cloud provider. Oui, bonjour. Je voudrais vous poser une question sur ce que ça vous a demandé en termes de compétences sur la mise en place d'un CSPM. Vous partiez de votre situation. Quelles compétences internes vous aviez? Quel upskilling vous avez dû faire pour mettre en place et utiliser une solution de CSPM? Et puis sur qui vous avez dû vous appuyer aussi pour mettre en place une telle solution? Alors globalement, on avait déjà des équipes côté cloud qui avaient vraiment cette compétence-là. Nous, côté sécu, on ne l'avait pas. Pour être tout à fait honnête, on n'avait personne vraiment d'expert sur le cloud. Donc déjà, d'un point de vue équipe sécu, on a dû se mettre au niveau des gens qui géraient les clouds finalement en interne. Donc on a réellement dû avoir une montée en compétences. Après, pour vous expliquer un peu l'organisation lors du projet, donc il y avait Fabien qui était vraiment sur l'aspect CSPM. On avait une personne côté CWPP et un chef de projet. Et finalement, à 3, ils ont réussi à embarquer, à créer les policies. Donc ça ne nécessite pas une équipe de 50 personnes derrière pour mettre en place un projet de ce type-là. Donc vraiment, c'est pour les équipes sécu, le vrai challenge pour moi, il est de monter en compétence sur les aspects cloud. Aussi pour être légitime quand on va aller discuter avec les gens justement qui gèrent tous ces clouds, ces cloud providers. Et ensuite en accompagnement, on a été accompagné par Orange Cyberdéfense sur le sujet. Après, je vais être honnête, c'est très difficile de trouver aujourd'hui encore des accompagnateurs qui ont déjà fait ça. Nous, on a fait le projet il y a 1 an et demi. C'était quelque chose qui était assez nouveau. Donc, on a fait beaucoup par nous-mêmes. En fait, on a pris vraiment le pli de monter en compétence sur ces sujets-là, plutôt que de se faire accompagner à fond par une société externe. Petite question par rapport aux capacités de CSPM de take actions. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez alerté, une fois que vous avez détecté qu'il y a un problème sur tel ou tel cloud, soit au niveau d'exposition de tel ou tel asset, soit au niveau de IAM, est-ce que c'est possible, entre guillemets, et peut-être vous avez déjà implémenté cette automatisation sur certains patterns d'appliquer immédiatement les corrections, entre guillemets, pour pas juste créer le ticket, mais aussi fermer le ticket et dire voilà, le problème a été trouvé, il a été corrigé, juste notifier. Il y a certains use cases en fait, sur lesquels on fait de l'autoremédiation. Ça reste des use cases assez simples. C'est-à-dire que j'ai une instance qui est exposée sur Internet, j'ai ouvert un port SSH sur Internet. À partir du moment où l'outil le détecte, aujourd'hui c'est auto-remédié. Donc je pense que ça reste ouvert peut-être 5 minutes au maximum. On veut aller plus loin dans cette automatisation.
Après, il y a quand même un risque. L'automatisation, il faut qu'on maîtrise bien le use case et être sûr qu'il n'y a pas de débordement sur la prod. Donc c'est ça, en fait, on peut aujourd'hui, à chaque fois qu'on veut nous intégrer un nouveau use case en auto-remédiation, il faut être sûr que ce use case, il n'y a pas une exception qui fait que dans ce cas-là, on va casser la prod. Donc voilà, donc on le fait déjà, mais on le fait aujourd'hui vraiment sur des alertes très précises. Et c'est pas quelque chose je pense pas qu'on sera en capacité de généraliser parce qu'il y a un risque qui serait trop fort sur notre prod. Bonjour et merci pour la présentation. Par rapport à l'outil CSPM, là, vous parliez de débordement potentiel en production. Comment est-ce que vous gérez justement le déploiement, on va dire, de nouvelles règles, de nouveaux use cases du dev, on va dire, jusqu'à la prod? C'est un gros sujet. C'est un gros sujet chez nous. En fait, en plus, il y a des changements qui peuvent venir de nous. Mais aussi Palo Alto met à jour l'outil. Je sais pas, il y a un rythme quand même qui est assez fort. Donc ils affinent des fois certaines règles et certaines policies, ce qui fait qu'il y a de l'alerting qui remonte, qui n'était pas prévu. Donc ça, c'est un travail qu'on est encore en train de travailler parce que les équipes, des fois, elles voient justement des fluctuations sur leur taux de compliance. Alors c'est pas 10 à 15 points d'écart, hein, c'est quelques 0, quelque chose. Donc c'est encore un travail qu'on mène aujourd'hui pour anticiper et prévenir les équipes de dire attention, on va mettre à jour une nouvelle règle, on va implémenter une nouvelle règle, du coup votre score de compliance va très certainement baisser, vous allez recevoir du coup des tickets supplémentaires. Et là c'est un sujet typiquement qu'on travaille parce que donc là on était dans l'année 1 du projet, donc on s'était fixé une animation sur un score de compliance, et là on va rentrer dans une année numéro 2 et on va être encore plus exigeant. Donc on va justement créer encore des nouvelles alertes, etc. Donc on est en train de vraiment communiquer aux différentes équipes en leur disant attention, à partir de tel moment, vous allez recevoir des tickets supplémentaires parce que on a revu notre exigence sur la posture, etc. Mais c'est un vrai sujet de communication et c'est ce que Fabien avait dit, c'est que c'est important d'embarquer les équipes et qu'ils soient convaincus que ce qu'on fait, c'est pas du luxe. Et donc cette partie-là, il y a un vrai temps à passer avec les équipes pour leur expliquer pourquoi on fait ça, pour qu'ils comprennent bien l'outil. Je pense que ça, c'est un vrai challenge aussi d'expliquer aux équipes, de fournir de la documentation, etc. Pour qu'eux, finalement, il y a aussi des fois des exceptions. Moi, je me souviens de côté network, ils viennent nous challenger en disant cette règle-là n'est pas assez exigeante, il faut remonter, il faut l'affiner, quoi. Donc voilà, c'est beaucoup de com, beaucoup de com. Bonjour. Petite question en fait, relative à l'implémentation de ce que vous avez fait. Vous avez parlé de tous les avantages qu'il y a derrière, mais ça a souvent un coût. Enfin, ça, je vais pas. Voilà. À partir de quels critères ou niveaux on considère justement, par rapport aux questions qui étaient posées sur une mono-instance en quelque sorte, de vraiment basculer dessus. J'imagine que l'administration, quand on a plusieurs clouds à gérer avec plein d'outils, devient complexe à gérer. Ça, c'est une centralisation. Mais est-ce qu'il y a vraiment un ROI qui est pour le coup intéressant sur du long terme? Alors nous on s'est dit, en fait on a créé un peu une story quand on a mené le projet, et on s'est dit voilà, si on veut faire l'équivalent d'un CSPM en OnMed, on a besoin de X personnes en dev en permanence, avec une expertise super forte, parce que ça veut dire que il faut être au courant en permanence de ce que sortent les différents cloud providers. Oui, on travaille aussi avec Ali Cloud par exemple. Ali Cloud, il faut avoir les bons contacts en Chine, etc. Donc en fait on a créé un peu une story. Et on s'est dit, voilà, est-ce qu'on est capable de recruter 5-10 personnes à temps plein pour développer ça? Déjà, je pense que vu le marché, c'est pas super facile. Donc ça, c'est le premier élément. Et après, le deuxième élément, c'était aussi sur la valeur. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on est, nous, Decathlon? Est-ce qu'on est un éditeur de solutions de sécu, ou est-ce que les personnes qu'on a dans mon équipe, ils sont là vraiment pour faire de la sécurité? Et donc, quand on a expliqué tout ça, quand on a montré aussi la partie économique, parce que quand on se base sur les solutions des cloud providers, c'est pas gratuit non plus.
Donc on a aussi été voir les différents cloud providers pour dire nous on aimerait implémenter tel use case, etc. Ils sont revenus vers nous en disant ça coûterait autant, etc. Et quand on a fait tout ça, on s'est rendu compte que finalement l'outil de CSPM il était intéressant également là-dessus. Mais il y a quelque chose qu'il faut un peu tuer finalement aussi en interne, c'est le fait de se dire tout ce qui est fourni par le cloud provider en fait c'est gratuit. Alors souvent il y a des offres sécu qui sont intégrées dans vos contrats et dans les comptes cloud quand vous les intégrez, mais quand vous voulez aller plus loin, à ce moment-là vous passez sur du service payant et c'est vraiment pas neutre et c'est important de l'avoir en tête. Et ça on a mis quand même pas mal de temps chez nous à l'expliquer que en fait ce que les cloud providers fournissent c'est pas gratuit. Donc ça donc oui il y a un vrai intérêt. Et c'est pas que économique pour moi. C'est aussi comment nous on se positionne par rapport à l'IT et par rapport à son équipe. Voilà. Je pense qu'on a le temps encore pour une question, s'il y en a une, je sais pas. C'est bon, ça a l'air d'être bon. Merci beaucoup en tout cas. Merci. N'hésitez pas à venir nous voir si vous avez d'autres questions. On est dispo. Merci beaucoup.